dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une notamment de la presse, la remise aujourd'hui au Conseil de défense à l'Élysée d'un rapport sur les frères musulmans. Un rapport qui met en garde contre, je cite, une menace pour la cohésion nationale. La Croix indique que ce rapport, qui a été commandé par l'Élysée et non par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et qui a été réalisé par de hauts fonctionnaires, souligne, je cite, le caractère subversif du projet porté par les frères musulmans qui vise, selon ses auteurs, à œuvrer au long cours en vue d'obtenir progressivement des modifications des règles locales ou nationales, notamment sur la question de l'égalité homme-femme ou la laïcité. D'après l'Élysée, il s'agirait non pas de s'enclaver, comme le ferait le séparatisme, mais au contraire de dissimulation pour aller à la conquête des antennes du pouvoir, dont les municipalités. Libération rapporte que c'est précisément un élément calendaire qui est avancé par l'Élysée pour justifier la réunion d'aujourd'hui. Les prochaines municipales qui auront lieu au printemps prochain. Pourquoi? Concrètement, que dit ce rapport, Hélène? Le Parisien aujourd'hui en France évoque un sujet qui tient à cœur effectivement à Bruno Retailleau, qui n'a donc pas commandé ce rapport, mais y a déjà réagi en assurant, je le cite, que l'objectif ultime des frères musulmans est de faire basculer toute la société française dans la charia. Le journal décrit un document choc dressant un tableau alarmant. Interrogée par le journal La Chercheuse au CNRS, Florence Bergeau-Blaclair, une spécialiste des frères musulmans qui vit actuellement sous protection policière, cerne un noyau dur d'1 millier de personnes autour desquelles graviteraient près de 60 000 enfants formés dans les écoles coranique, où il serait susceptible d'être endoctriné. Le Figaro voit en tout cas dans ce document la preuve d'une stratégie de conquête des frères musulmans en France et regrette que beaucoup de temps, je cite, ait déjà été perdu en tergiversation et en palabres. L'Opinion, de son côté, annonce déjà la fin d'une présumée naïveté française sur la question et prône l'inflexibilité à tous les étages de la République, mais aussi, Damien, au niveau européen, face à une hydre, je cite toujours, prête à s'infiltrer dans le moindre interstice. Lui aussi cherche à influencer le débat politique français. Le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, qui a refusé pour la deuxième fois hier donc d'être entendu par la commission d'enquête sur l'organisation des élections en France. Les députés souhaitent effectivement entendre cet homme d'affaires sur son activisme politique, lui qui se dit prêt à dépenser 150 millions d'euros sur 10 ans pour influencer le débat public, effectivement, mais aussi pour soutenir des candidats aux élections. Un projet baptisé Périclès, du nom du stratège de la Grèce antique, mais surtout l'acronyme de patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens libéraux européens, souverainistes. Mediapart a mené l'enquête sur la façon dont Pierre-Édouard Stérin met sa fortune effectivement au service de l'extrême droite en multipliant les initiatives contre l'avortement et pour la remigration. Enquête également sur ce sujet de nos confrères de France Info qui rapportent que le président de cette commission d'enquête de l'Assemblée déplore que le milliardaire, je le cite, se place au-dessus, comme s'il n'était pas soumis aux mêmes règles que tout le monde, et annonce avoir saisi la justice. Avec un excellent reportage de Pierre-Luc Monnier qui explique tout sur cette galaxie de médias. On prend la direction à présent de la Hongrie, dont le Parlement a voté hier en faveur de son retrait de la Cour pénale internationale. Le Monde rappelle que cette initiative avait déjà été annoncée le mois dernier par le Premier ministre Viktor Orban lors de la visite de son homologue israélien Benjamin Netanyahou, en réaction précisément au mandat d'arrêt émis contre celui-ci par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Le gouvernement de Viktor Orban, dont le Figaro revient sur la décision de nationaliser des cliniques privées pour rendre totalement gratuits les traitements par fécondation in vitro et relancer ainsi la natalité en berne. Le Figaro qui s'étonne par ailleurs, Damien, de ce que le Fidesz de Viktor Orban déroule d'un côté le tapis rouge à des groupes de pression anti-IVG lors de grands raouts internationaux sur la famille, tout en assumant son refus d'interdire l'avortement. Une situation dans laquelle le Figaro dit voir, je cite, une forme de contradiction. Allez Hélène, un mot à présent sur ce qu'on appelle le cas du siècle en Égypte. Le cambriolage de la villa d'une universitaire kérote, comparé aujourd'hui par ses compatriotes à la caverne d'Ali Baba. Selon le rapport de police cité par Watan, qui est un site d'info arabo-américain, les biens volés à cette femme, elle s'appelle Nawal El Degoui et c'est une figure du parti au pouvoir, comprenaient entre autres, Damien, 3 millions de dollars américains, 350 livres sterling en espèces et
15 kilos d'or. Un trésor qui a provoqué beaucoup de questions en Égypte. Pourquoi Nawal El-Deghouie avait-elle stocké une telle fortune chez elle? Et surtout, comment cette fortune, j'en perds mon latin, a-t-elle été accumulée? Le site fait état de la colère des Égyptiens sur les réseaux sociaux. Ses compatriotes voyant dans cette affaire un symbole de la corruption du régime d'Abdel Fattah al-Sisi. On reste enfin, Hélène, dans le monde des riches avec cette version alternative du Met Gala. C'est ce prestigieux rendez-vous new-yorkais de la mode avec sa version dédiée aux animaux de compagnie. Et tout comme son double humain, le Met Gala figure en bonne place dans la Bible de la mode. Le très glamour magazine Vogue qui indique que le créateur, Anthony Rubio, qui est à l'origine de ce gala, a créé des tenues personnalisées inspirées de celles portées par les célébrités lors du Met Gala. Alors vraiment, ces tenues sont plus splendides les unes que les autres. Ce petit toutou ou encore celui-ci, c'est un croisement de bichon et de caniche nain, nous dit-on. Enfin, cet autre qui porte magnifiquement la lunette de soleil, mon préféré, je crois, est celui-ci. Non, ça n'est pas un tas de spaghettis, Damien. C'est un loulou de Poméranie qui reprend ici la tenue portée par Diana Ross il y a quelques jours. Sincèrement, la ressemblance est absolument stupéfiante. Je parle du costume, bien sûr. Ouais, il y a des gens qui s'ennuient quand même. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse. Tout autre chose maintenant. Je vous propose de retourner au